Voilà, bonjour, convergence et révolution culturelle, comme qui dirait, le retour aux sources africaines. Les chemins de la Renaissance africaine, quels sont-ils? Et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique, pour l'Afrique. Pour ceux qui aiment ça et qui nous disent que c'est une formule magnifique, sinon magique, de convergence et révolution culturelle, nous répétons, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique, pour l'Afrique, parce qu'ils sont nombreux à travers le monde, qui parlent de nous chaque jour, mais contre nous, nous en avons marre sur ce plateau des gladiateurs du panafricanisme, disciples du très grand professeur Théophile Obenga, sinon de Cheikh Anta Diop et compagnie, pour ne pas citer Marcus Garvey, comme pour rendre hommage au Sphinx. Sinon l'hommage rendu au professeur Théophile Obenga par la République, c'était le 25 juillet 2029. Ça ne pouvait pas laisser les panafricanistes du Congo, Brazzaville, sans réaction. Nous sommes là comme pour dire hommage au Sphinx, Théophile Obenga. Et donc, pensée du jour, il y a intellectuel et intellectuel. Pour ne pas dire, il y a professeur et professeur. Comme qui dirait aussi, il y a journaliste et journaliste. Et même sur ce plateau, il y a panafricaniste et panafricaniste. Chers invités, bonjour. Bonjour. Alors, sur ce plateau, mesdames et messieurs, Roch Nyanga, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes là, notre invité, pour essayer de décrypter pour nous cet hommage de la République au professeur Théophile Obenga et nous donner votre ressenti. Sinon, nous, les panafricanistes, nous disons à ce Sphinx. Et Obambe Gakoso également, bonjour. Bonjour. C'est 2025 et non pas 2029. 2025. Donc, autant pour nous, comprenez notre émotion. Donc, vous êtes là aussi pour élucider, pour nous permettre de comprendre la profondeur même de cette décoration, de cette cérémonie, pour ne pas dire aussi, déjà d'entrée de jeu, mesdames et messieurs, vous en êtes témoins, lorsque la parole lui avait été donnée ce jour-là, en tout cas, nous étions nombreux à ne pas comprendre où est-ce qu'il voulait en venir quand il avait commencé son discours et qu'il naviguait jusqu'à ce qu'à l'atterrissage, nous comprenions, nous essayions un peu de comprendre. Mais sur ce plateau, on va revenir certainement sur ces images et décrypter à la lumière des explications de ces deux-là. Mais il y en a aussi deux qui aiment bien cette émission, qui sont venus non pas pour bavarder, mais pour assister. Je leur ai garanti que l'inspiration va arriver sur le plateau, même s'ils sont venus pour ne rien dire. Arkel, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et monsieur Ibombo, bonjour, vous aussi. Bonjour, monsieur. Voilà, je suis sûr que vous aussi, quand ces deux-là vont parler, vous aurez de l'inspiration vis-à-vis de cette affaire. Avant qu'on entre, on revisite donc cette cérémonie magnifique, Roch Nyanga. Lorsque nous, sur ce plateau de convergence et révolution culturelle, nous disons le Sphinx, Théophile Obenga. D'accord ou pas d'accord? Très d'accord. Ah, explication, justification. Théophile Obenga, c'est géant. Théophile Obenga, pour nous, il n'est pas seulement... Un poids lourd du panafricanisme. Il n'est plus seulement pour les Congolais. C'est un Africain du Congo. Et même au-delà. C'est Cheikh Anta Diop en personne. Voilà. Obambe Gakoso, le Sphinx. Vous savez, Cheikh Anta Diop, pour situer, hein, parce qu'on en parle, mais les repères sont importants, est né en 1923. Il nous quitte en 1986, le 7 février. Il n'a même pas 63 ans. Ah. Il n'a même pas 63 ans. Obenga, aujourd'hui, a 89 ans. Et la première des choses que je dois au professeur Obenga, c'est de m'avoir amené sur les chemins de Cheikh Anta Diop. Et il l'a fait pour beaucoup de gens. Diop est parti, l'œuvre est monumentale, elle est extraordinaire, mais beaucoup vous diront, il est parti trop tôt, il n'y avait pas Internet à l'époque, pas de téléphone portable, ainsi de suite. Et l'une des choses que l'on doit à Obenga, c'est d'avoir permis à Diop d'être connu au-delà de ce qui pouvait être connu à une certaine époque. Exact. Et rien que pour ça, effectivement, je dirais même qu'il est au-delà du Sphinx. Après, s'il faut rentrer dans son œuvre, dans son parcours et autres, là, c'est une autre histoire. Très bien, c'est pas de nous, mesdames et messieurs, mais c'est du professeur Mbok Bassong, que vous connaissez. Très bien, oui, je le salue au passage. Donc c'est Mbok Bassong qui arrive ici, il y a 2, 3, 4, 5 ans, le temps passe trop vite, excusez-nous, mais il nous appelle
nous allons rendre visite au professeur Théophile Obenga, c'est alors que nous sommes surpris, parce qu'au lieu de dire professeur, lui ne disait que le Sphinx. Il disait, pour moi, vous êtes le Sphinx. Donc nous n'avons fait que, comme qu'il dirait, plagier entre guillemets, si ça se dit, faire du plagiat de cette... C'est un bon plagiat. Voilà. Donc, c'est pas de nous, c'est de quelqu'un... Mais Mbok Bassong, une voix autorisée... Très autorisée. N'oubliez pas hein, les trois principes, hein, l'autorité, la compétence et la légitimité. Lui, il a les trois. Il a les trois. Voilà. Donc, si Mbok Bassong dit le Sphinx, force nous est de reconnaître qu'il s'agit du Sphinx. Et quand nous disons ça, Roch Nyanga, c'est parce que, justement, il est congolais, il est ici, il est professeur émérite, il est connu partout à travers le monde, mais on a l'impression... Il est immortel, voilà, mais on a l'impression que dans son propre pays, on ne le connaît pas trop bien. On n'a pas dans l'idée qu'on a en face de nous, on a dans nos murs, on a vivant avec nous un sphinx, n'est-ce pas? Au fait, le professeur Obenga, ce jour-là, une fois ici au plateau, il nous disait que le Congolais a une maladie. Ah, l'oubli. L'oubli. Le Congolais oublie facilement, même ici dans sa propre maison. Le Congolais donne la valeur à ce qui est de l'extérieur. En fait, ça prouve que nous sommes un peuple aliéné. Parce qu'aujourd'hui, si vous invitez un professeur d'université ici, sur le plateau, avant de terminer, je crois qu'il va citer Kant. Il va citer Kant. S'il ne cite pas Kant, c'est comme s'il n'a pas réussi à son émission. Ne cite pas Obenga. Ça, c'est le mal du Congolais. Il va dire aussi en passant la langue de Voltaire ou de c'est une faute que les Congolais ont commise en ignorant un peu la valeur d'Obenga. Il est encore en vie, c'est pas trop tard. En ignorant énormément. Énormément. On va travailler. Et... on a dans l'idée, merci Roch Nyanga, on a l'impression que le Congo s'est rattrapé, mais au Bambé Gakoso, certainement que vous direz avec nous qu'ils sont nombreux, ces Congolais, ces jeunes Congolais, qui ignorent tout de ce grand baobab qui trône au milieu du continent. Bon. Avant effectivement d'aller dans le même sens que vous, je vais citer un pays avec qui on a des liens historiques qui sont connus, c'est la France. Vous savez, économiquement, effectivement, il n'y a pas match entre nous, au niveau des infrastructures, la télé, tout ce qu'on veut. Mais quand vous allez prendre un jeune Français, 22 ans, qui est étudiant par exemple, ou vous allez prendre un père de famille, 40, 50 ans, et vous lui demandez un peu de citer les références, il va vous trouver des artistes, des chanteurs, autres, des acteurs de cinéma, mais les hommes de science sont très peu connus. Très peu connus. Les hommes de science, les capitaines d'industrie, parce qu'industriellement, bon, voilà, en Europe, il y a quand même quelque chose. Les capitaines d'industrie sont très peu connus. Et nous, en fait, on a hérité de ça. On a hérité ça de la France. Et ce n'est pas étonnant que vous trouviez aujourd'hui un docteur en économie, un docteur en histoire, un docteur en sociologie, dans toutes les disciplines que vous voulez. Vous lui donnez le micro. Vous lui dites, dites-nous ce que vous savez du professeur Obenga. Document autorisé, vous partez en Chine, vous revenez, la page est blanche. C'est normal. On a hérité ça de ces gens. On pense qu'on va à l'école pour avoir un diplôme, pas pour acquérir le savoir, pas pour acquérir les connaissances et pas pour acquérir le savoir. Diop a dit à Obenga, ne cours pas après les diplômes. Va chercher, va connaître, va savoir. Et c'est pourquoi je suis obligé d'en parler maintenant, avant que vous nous posiez la question. Autant mieux pour nous. Il est arrivé une époque dans ce pays où on avait demandé à Obenga de ne plus faire cours parce qu'il n'avait pas de doctorat. Ah bon, ici là? Oui, c'est arrivé ici. C'est arrivé dans ce pays, on lui a dit, bon, pas lui spécifiquement, mais c'est lui qui était visé, que pour enseigner, il fallait avoir un doctorat. Lui, il a dit, mais enfin, moi j'ai étudié ça, j'ai fait tel travail, il faut le doctorat. Parce que lui, quand il faisait ses études, je reviens toujours sur ça, à Bordeaux, magnifié, impressionné par Nation d'agriculture, il a tout fait, il est allé rencontrer le maître, celui qui deviendra son maître et notre maître à tous, en tout cas ceux qui s'intéressent à ça. Et ce dernier lui a dit, les diplômes c'est bien, mais c'est d'abord la connaissance. Les connaissances, c'est d'abord le savoir. Et Obenga a mis l'accent là-dessus. Il avait ses 3e cycles en égyptologie, en linguistique, en philosophie, mais le doctorat, pour lui, il ne voyait pas vraiment d'utilité. Il a fait cours pendant des années, et on lui a demandé ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il va à Montpellier faire sa thèse. Nos amis les Blancs ont dit, mais comment voulez-vous qu'on fasse un jury pour vous? Vous êtes vous-même le jury.
vu vos travaux, vous, tout ce que vous avez fait, vous êtes vous-même le jury. Ouais, on peut pas. Vous-même déjà le jury. Malheureusement, Mariam Gouabi, l'université Mariam Gouabi m'exige cela. Ils étaient fatigués à la fin de la thèse. Ils étaient fatigués. Ils ont liquidé la chose, on lui a donné son doctorat. Il est rentré, il a dit, bon, désormais, laissez-moi tranquille. Et vous voyez, c'est là la dimension. Voilà pourquoi j'ai dit, vous prenez n'importe quel, enfin, pas n'importe quel, il y a beaucoup de docteurs dans ce pays, qu'ils aient 30 ans, qu'ils aient 70 ans, vous dites, document autorisé, moi je vais me balader sur Mars. Puisqu'il y a des gens qui nous ont menti, les autres ils étaient sur la Lune. Moi je vais aller sur Mars. Je reviens dans 10 ans, quand vous allez revenir, la page sera blanche. Pour toutes les raisons du monde. La jalousie, un peu de tribalisme, parce qu'on déteste la politique, parce que la paresse intellectuelle, d'abord et avant tout. C'est la première des pathologies. Et ça, c'est un véritable problème. Et le professeur déplore ça énormément. C'est quelqu'un qui a toujours encouragé. Il nous a dit plusieurs fois, je n'ai jamais aimé la deuxième place. Il dit, si j'étais toujours premier, c'est parce que j'étais animé par une énergie qui me disait, n'accepte jamais la deuxième place. Tu dois être le premier. Quand il était chez les autres, là, vous mettez le latin, il les battait, il mettait le grec, il les battait. Exact. Oui, c'était une forme de fierté. Enfin, c'est une forme de fierté. Mais je répète, nous, comme on a hérité dans certains comportements français, on peut se balader, ça ne nous dit rien. Ça ne nous parle pas. Mais quand vous allez prendre un chanteur, je ne cite pas de nom, quel qu'il soit, vous allez voir une maman Azote Kakoko. Elle connaît le monsieur. Elle sait que le monsieur s'est marié 2 fois. Il s'est remarié, il a 4 enfants. Tout ça, c'est un pasteur, un prophète, un apôtre. Ça, on sait. Mais quand vous sortez de ce cadre, vous allez prendre des hommes de science, des hommes de culture. Ils sont généralement méconnus. Vous en savez quelque chose. Lorsqu'on se réunit dans une salle de 50 ou de 500 personnes, 5 à 10 personnes prennent la parole. Et dans 80% de ce qui est dit, il n'y a rien de consistant. Non. Il n'y a pas de substance. Non. Au point que justement, des gens comme Obenga, je suis sûr qu'il ne le dit pas, mais au fond de lui, il va se dire, est-ce que tout ce que j'ai fait, ça en vaut la peine? Je pense. Voilà. Peut-être bien. Oui, s'il vous plaît. Oui. Il y a une petite nuance entre nous et les Français. Les Français ont comme repère les écrivains. Demandez aux petits Français, ils connaissent Voltaire, ils connaissent Montesquieu, ils connaissent Rousseau, etc. Mais par rapport à nous, pour une raison très simple. Le ministère de l'éducation, enfin de l'instruction publique à l'époque, devenu ministère de l'éducation nationale, a pris les auteurs français, les a mis au programme scolaire. Ah, très bien. Et tout le temps, il y a un renouvellement. Exactement. Voilà la différence fondamentale. Oui. Voilà pourquoi quand vous prenez un jeune qui a eu son bac, qui a eu sa licence peut-être à un moment donné, il est capable de vous citer 10 écrivains français. Ici, ici, dites-nous. Ici, quand on a le bac, on a lu des chroniques congolaises, on a lu Le Pleurer Rire, on a lu l'autre, c'est comment, c'est quoi là? L'étranger d'Albert Camus. Oui. Et puis le mariage de Figaro. Voilà ce que le bachelier congolais a lu. Oui. Mais vous l'envoyez dans le monde entier, en français, faire une compétition de culture générale sur la littérature. Il n'aura même pas une médaille en chocolat, c'est impossible. C'est impossible. Je vais faire une petite anecdote. Oui. C'était, je crois, en 2008, 8 ou 9, je suis allé dans une bibliothèque, je ne cite pas. Et j'arrive, je me présente, bon, je suis Niagara, je suis venu faire ma lecture. Je présente mon passeport. Lui, donnez la note. Je dis, mais quelle note? Non, la note qui vous envoie à faire les recherches. Pour lire, il faut faire des recherches. Et en tout cas, les dames ont refusé que je lise. Je suis sorti. Je suis d'ailleurs encore dans, pas une bibliothèque, mais dans un centre d'archives, quelque part. Et j'arrive, c'est la même question qu'on me pose. Je dis, mais attends, je suis fatigué là. Au moment que je suis en train de discuter avec, c'est le directeur du centre qui passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, il est venu lire. Mais alors, il n'a pas de papier. Mais quel papier? Mais le papier l'autorise. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à recevoir les gens qui viennent lire que quand ils sont à l'école. Ah. Est-ce que vous voyez? C'est ça le Congolais. Moi, je vis à 25 km d'ici, à la périphérie. Chaque matin, on promet à la laisse. Vous voyez, les 2 heures de route que nous faisons là, 1 heure et quelques, vous voyez, personne avec un livre. Zéro. Personne avec un livre. Dans tout ce bus mal à l'aise. Personne n'a un livre. Et si vous sortez un livre, vous savez ce qui se passe, tout le monde vous regarde. Tout le monde vous regarde. Dans les conditions comme ça, comment on va connaître Obenga? On ne peut pas connaître. Non, ça c'est clair. J'aurais même voulu qu'après, si vous faites une expérience, prenez les micros, baladez, posez les questions aux gens. Est-ce que vous connaissez Théophile Obenga? Oui. Ah non, il est qui? Il faudrait qu'on fasse il faut faire ça. C'est dire qu'il est écrivain. Bon, quel livre qu'il a écrit? Qu'est-ce que vous avez déjà lu de lui? Qu'est-ce que vous avez déjà lu de lui? Le problème, ce n'est pas aussi citer. Le problème, c'est de lire.
Ah, c'est très fondamental. C'est très bien. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici que nous vous disons que la pensée du jour, il y a intellectuel et intellectuel, c'est la résultante de ce que nous entendons du professeur Théophile Obenga, qui déplore le fait qu'il y en a qui sont intellectuels, mais comme sur papier seulement, quoi. Mais tous les intellectuels ne sont pas forcément intellectuels, selon lui. Bon, moi, je serais même plus dur que lui. J'ai souvent tendance à penser, je sais que ça va... La liste de mes ennemis va augmenter qu'il n'y a pas d'intellectuel. Ah, tu as une liste sociale. Donc vous êtes d'accord avec le professeur? Bon, je suis même plus dur que lui. Vous êtes plus dur que lui, il n'y a pas d'intellectuel au cours. On a des diplômés. Des diplômés, oui. On a des lettrés. Il ne faut pas penser que dès qu'on a un bout de papier appelé diplôme, on est intellectuel. Il y en a qui pensent que dès qu'ils ont le CEP, ils sont intellectuels. Et surtout quand ils sont docteurs, ils sont intellectuels. Non. L'intellectuel, c'est au-delà de ça, au-delà de ces choses, de ces diplômes, de ces papiers. Le diplôme vient confirmer que, ou attester, ou certifier que vous avez maîtrisé quelques sujets. Quelques sujets. J'insiste sur quelques sujets. Parce que quand on va vous sortir de là, c'est là que vous irez même sur la tombe de votre grand-mère pour dire, mais pourquoi ces gens-là sont venus me voir? L'intellectuel, c'est au-delà. Quand vous prenez la figure de l'intellectuel en France, on vous dit ceci. Le capitaine Alfred Dreyfus, qui est un juif français, est accusé d'intelligence avec l'ennemi. L'ennemi, à ce moment, c'est l'Allemagne. Oui, la Prusse à l'époque. La Prusse, merci pour la précision. Et ils vont aller en procès. Il va perdre ce procès. Il va être dégradé, se retrouver en prison. Donc, pendant toute cette période, il y a des gens qui vont prendre leur plume pour le défendre. La France est un pays profondément anti-juif. C'est depuis longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. C'est un pays où on n'aime pas les juifs. La première raison, c'est le fait que la France est appelée la fille aînée de l'Église catholique, et que pour les catholiques, les juifs, c'est le peuple qui a tué Dieu, qui a tué Jésus, peuple déicide. Par conséquent, le juif n'est pas aimé en France. Pas qu'en France, dans beaucoup de pays, mais je prends le cas de la France. Et se lever pour défendre Alfred Dreyfus à ce moment-là, c'est prendre un risque incroyable. Émile Zola, que j'ai eu un peu la chance de lire en classe de 4e, on avait un texte, on avait lu de lui, a pris sa plume et a signé dans un quotidien appelé L'Aurore. Il a dit « J'accuse ». J'accuse. Des décennies sont passées, plusieurs années, jusqu'à aujourd'hui on en parle. Et quand vous êtes en France, véritablement, c'est autour de cette période qu'on parle d'intellectuel. Parce que l'intellectuel, c'est celui qui va à contre-courant. Exemple, vous êtes dans un pays où il y a un match de football, pour une raison ou pour une autre, vous perdez, et vous vous mettez à vous en prendre aux ressortissants du pays qui a gagné. Celui qui se lève, arrive souvent. Ça arrive souvent dans tous les pays du monde, pas seulement au Congo. Celui qui va se lever, les hooligans, il y en a par exemple chez les Anglais, celui qui va se lever, prendre sa plume pour défendre les autres, peut être qualifié d'intellectuel. Être intellectuel, ce n'est pas dire le président de la République a raison. Non, vous accompagnez le président, vous n'êtes pas intellectuel. Quel courage il y a à dire que le président a raison? Ah non. Quel courage il y a à dire? Parce que l'intellectuel doit être d'abord courageux. Il doit être libre. Mais vous êtes capitaine. Vous allez dire à votre chef, commandant, chef, vous avez tort. C'est interdit dans l'armée. C'est interdit, ça ne se fait pas. Donc, selon ce que l'on a choisi de faire dans sa vie, être fonctionnaire et intellectuel, c'est incompatible. On ne peut pas être fonctionnaire et dire je suis intellectuel, c'est faux. Parce que votre chef a raison. Vous êtes chef de service, il peut se tromper. Mais vous êtes chef de service, vous avez un directeur central, vous vous inclinez devant lui. Il n'y aura débat que si lui souhaite qu'il y ait débat. On ne débat pas avec son chef, sauf à sa demande. Au Conseil des ministres, quand le président a parlé, il a parlé. Le ministre, aucun ministre ne peut oser. Le ministre peut se faire rabrouer en Conseil des ministres. Quand il arrive dans son ministère, c'est lui le président. Donc, son directeur de cabinet, même s'il a 25 000 doctorats, ne pourra jamais dire « je suis un intellectuel ». Non. Quand il entre au ministère, là, il perd cette qualité d'intellectuel. Donc, voilà pourquoi il faut faire très attention. Il doit la perdre au risque de perdre son poste. Très bien. Et quand vous repartez encore une fois dans un pays comme la France, vous allez voir des gens bardés de diplômes, des gens qui débattent sur des sujets sérieux, pointus, avec des arguments convaincants. Mais quand vous leur dites « vous êtes intellectuel », moi je ne suis pas intellectuel. Mais sur quelle base vous m'appelez intellectuel? Ah oui, ils le disent. Le professeur Jean-Bernard Nkwambo, pendant la Covid. Nous l'aimons beaucoup. Ah, mais nous aussi. Pendant la Covid, il se retrouve en Belgique. Il avait accordé un entretien qui était assez long. À un moment donné, il est qualifié d'intellectuel. Il dit, il refuse. Il est médecin.
Ah oui. Ce monsieur, pas n'importe lequel. il est bac plus, beaucoup. Papier longueur. Il dit, mais je ne sais pas sur quelle base on m'appelle intellectuel. Généralement, les intellectuels, il le dit, hein, c'est celui qui le dit, manipulent les sciences sociales, les sciences humaines. On les retrouve en sociologie, en philosophie, en histoire, en économie et autres. Très bien, on arrête votre machine. Bon, sinon vous allez... On voit bien que vous êtes disciple de professeur Théophile Obenga. Intellectuel. Tout comme Roch Nyanga ici. Alors, Archel Koumou, Poligny Sibombo, nous nous contentons d'écouter ou bien on veut réagir? On écoute encore. Très bien. Alors, c'est ici l'occasion. Oui, vous avez quelque chose à dire? Au point où nous en sommes. Oui. Obambi Ngakoso parlait du Sphinx. Bon, le Sphinx, à mon entendement, je sais que c'est un monument qui se trouve devant la pyramide en Égypte. Devant une pyramide. Hein. Devant la pyramide. Bon, sur quelle base ils ont en train de qualifier ou donner cette qualité au professeur Obenga en tant que Sphinx? Très bien, Obambi, on a affaire... Visiblement, le langage panafricaniste est encore essayer de le lui expliquer. Alors, l'animateur a bien précisé que nous devons ce nom et ce titre et ce nom au professeur Mbang Bassong, qui est également né. Alors, moi, je vais le dire avec mes mots. Vous voyez la taille des monuments. Molefi Kente Asante, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas un Africain du continent africain, mais c'est un Africain des États-Unis. Il est né avec un nom d'esclave et tout. Il a changé pour prendre des noms de chez nous. Lui aussi, disciple de Cheikh Anta Diop, disciple d'Obenga aussi, a marché dans ses pas. Obenga, un jour, devant la statue de Ramsès, il dit nous, tes enfants, nous sommes là devant toi, nous te saluons. Et plusieurs années après, quand Molefi fait le même chemin, le même voyage, il dit la même chose. Vous voyez la grandeur de ces monuments-là, c'est immense. C'est pas un petit truc de 10 ou 20 mètres, c'est immense. Et le Sphinx est inaccessible. C'est pas accessible à nous. Moi, je suis honnête. Quand déjà, j'ai pas réagi, mais quand on me dit disciple de Benga, je dis, mais en quoi est-ce que je suis disciple? En tout cas, nous sommes tout minuscules. Quelle œuvre moi j'ai produite c'est une prétention par rapport à Obenga pour penser que je suis son disciple. Voilà. Moi, je suis un vulgarisateur très modeste de son œuvre. Je suis un passionné. J'ai lu tous ses livres. Je continue à les relire. Nous sommes comme qui dirait des admirateurs. Je suis devant lui. J'ai envie de me taire, de l'écouter, de l'entendre et essayer de le comprendre. Ah oui, parce que c'est pas évident. Essayer de le comprendre. Donc, le Ils étaient nombreux à chercher à le comprendre. Donc, ils se sont cassés les dents. Vendredi 25 donc on le qualifie de 2025 par rapport à la grandeur. La grandeur, c'est l'immensité. Même s'il a 1m80, voilà. C'est pas sa taille. C'est la grandeur de son œuvre. Voilà, c'est le summum, le sommet de la pyramide. C'est ça le professeur Théophile Obenga, parce que c'est la référence mondiale. Maintenant qu'on appelle Cheikh Anta Diop, en tout cas, tout le monde préserve, tout le monde se réfère à ce baobab, à ce dernier des dinosaures du panafricanisme, et sinon de l'égyptologie, de la philosophie et même de la linguistique. C'est lui qui vient nous dire des choses et d'autres. Et c'est grâce à lui que nous avions appris même que, bah attends, les Français qui parlent là, mais le français, c'est même pas leur langue. Ça nous avait secoué quoi, professeur? Il avait dit, oh, mais eux aussi, c'est même pas leur langue. Le français, c'est du latin évolué. Donc, même eux, là, les Français qui font la gueule, c'est pas leur langue. Et puis, il a cité plein de langues là qu'ils ont perdues déjà, qui ne parlent plus. D'ailleurs, il connaît tout ça. Mais c'est grâce à lui que nous avons la lumière. Comme pour ceux qui prient, ce peuple qui croupit dans les ténèbres, qui croupissait dans les ténèbres de l'ignorance, a vu la lumière en Théophile Obenga. Mais bon, nous risquons de ne pas vous balancer les images pour ceux-là qui avaient raté, parce qu'ils sont nombreux. Le faire la prochaine fois. Ils sont nombreux qui n'aiment pas suivre le journal. Je ne sais pas pourquoi on me regarde. Roch Nyanga, est-ce que vous savez qu'il y a plein de Congolais, il y a plein d'Africains qui n'aiment pas le JT, n'est-ce pas? Oui, ils sont beaucoup, Oui, les femmes sont dans nos villages. Les Congolais bercés par l'ignorance, par la facilité. La musique, c'est la facilité, les le théâtre. Voilà. Quel théâtre? Quel théâtre encore? Théâtre de chez nous. Voilà. Non, ce n'est pas théâtre de chez nous. Oui. On peut faire un théâtre de chez nous avec des thèmes solides. Ce serait bien. En respectant les règles d'art. Ah, mais déjà on a vu qu'au cinéma, dans le 7e art, les Nigérians ont donné le temps.
Et puis aujourd'hui, on a des films magnifiques. Hollywood fait des exploits, au point où les Américains ont voulu même acheter, mais nous avions refusé. Ben oui, oui, le Nigeria quand même est fort dans ce sens. Il traite des thèmes qui sont locaux. Oui. Oui, là, en tout cas là c'est excellent. Mais en Afrique centrale, on fait beaucoup plus la copie. Hein? Il faut qu'on copie Novelas. Ah, vous nous manquez de respect au Bambega Kosso. Non, on est réaliste. C'est le pauvre, il va perdu. Le pauvre Bambega Kosso, parce qu'il a l'habitude de se moquer de lui. Là, nous parlons de Théophile Obenga. Théophile Obenga, quand il voit que l'Africain, il a des défauts, il les dit. Il le dit clairement. Le problème avec lui, c'est que vous êtes en présence de quelqu'un, dès que vous posez une question, quelle que soit la question, quel que soit l'angle d'attaque, en tout cas, c'est un cours magistral qu'il vous fait. Donc, et à un moment donné, il dit, je continue ou bien je m'arrête. Voilà. En fait, lui c'est vraiment le disciple de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop est arrivé dans une salle de conférence, il parle pendant 2 heures. Sans papier. C'est comme si dans sa tête, il y a... Tout était déjà préparé, ça défile, ça coule. Il y a les dates, des références, des livres. C'est impressionnant. On est tenté de dire que avec Théophile Obenga, on est en présence du verso. Mais il n'est pas verso, Théophile Obenga. Il est né le 2 février. Il est né le 2 février. Et moi, je suis né le 3 février. Le 3 février à quelle heure? Vers 9h. 9h. Bon, pour lui, je ne sais pas. Moi, c'est le 12 février. Donc on est un peu dans... Moi, également le 2 février. Voilà, on est un peu des versos. Et une information, le 3 février, c'est le jour où Cheikh Anta Diop et Obenga sont au colloque du Caire. Non, très bien. C'est parmi les jours, parce que le colloque, ça a duré. Hein. Parmi les jours. Du 28, en fait, dans les textes, on parle du 28 janvier au 3 février. Voilà. Donc c'est le jour de l'atterrissage. C'est un jour symbolique et très fort. Oui. Bon, mais trêve de bavardage, mesdames et messieurs. Tout ça, c'est pour nous dire que nous sommes nombreux à refuser la culture, à ne pas, Cheikh Anta Diop disait, armez-vous de connaissances jusqu'aux dents. De science. On aime, oui, hein, voilà. Jusqu'aux dents. Arracher ce patrimoine. Il est le vôtre. Il est le vôtre. Qui se trouve au maître des usurpateurs. Très bien. Et ça se trouve dans la préface du livre de Théophile Obenga, l'Afrique de l'Antiquité. L'Afrique noire, l'Afrique noire. Ça, je n'ai pas encore lu, mais c'est très fort. Il faut lire. Hein. Voilà, donc, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui avaient raté cette cérémonie grandiose au Palais des Congrès, Roland Nyakekele, premier élément. Le moment est solennel là. Professeur Théophile Obenga. C'est le président de la République lui-même qui a accompli l'acte. Nous vous élevons à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du mérite congolais avec toutes nos félicitations. Le professeur Théophile Obenga reçoit la plus haute distinction dans l'ordre du mérite congolais, la dignité de Grand Croix. Distinction qu'il dédie tout de suite à la jeunesse. Mais s'il vous plaît, la jeunesse éclairée. Je ressens comme un accomplissement avec un vif sentiment de plénitude. Alors, je me presse et formule du fond de mon être de grands merci à l'endroit du président de la République pour avoir autorisé l'organisation de cet hommage national. À l'évidence et sans aucun doute, la jeunesse congolaise, la jeunesse africaine a vivement besoin de modèles exaltants. Voilà pourquoi je dédie cette cérémonie à la jeunesse éveillée du continent africain. C'est donc un homme, une vie et un parcours universitaire densément riche qui sont célébrés à titre en une idée qui était partie de la Sophia. On célèbre ce monsieur qui est en réalité parmi les esprits qu'on considère comme la mémoire de l'humanité. Il fait partie de ces savants dont on peut dire
qu'il constitue la mémoire de l'humanité, la mémoire du monde. Et ses œuvres, au-delà de cette dimension mémorielle, font écho critique à l'avenir. Dans la salle du Palais des Congrès, plein comme un œuf, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui a décrit le parcours du professeur Théophile Obenga dans sa multidisciplinarité, s'est convaincue de l'exercice bien difficile quand on parle de Théophile Obenga. Témoigner de l'œuvre du professeur Théophile Obenga constitue un exercice complexe. Normal. Le professeur Obenga donne l'impression d'avoir touché à tout. Égyptologue, archéologue, linguiste, historien, philosophe, et c'est pas fini. Celui qui a été plusieurs fois ministre est le représentant personnel du président de la République chargé du développement de l'enseignement supérieur. Voilà, retour sur ce plateau, Roch Nyanga, Obambega Kosso, pour ne pas dire aussi Archel Koumou, Poligny Sibombo qui réfléchit encore parce que ça c'est un baptême de feu pour lui, pour la première fois sur ce plateau. Donc il a bien raison de d'abord tourner cette fois sa langue dans la bouche avant de poser sa question ou bien de réagir. Alors, réaction à chaud, Roch Nyanga. Oui, en tout cas, on attendait à ça parce que le monsieur a beaucoup travaillé. Pas pour le Congo seulement, pour l'Afrique. Pas pour l'Afrique seulement, pour la race noire. Et depuis très longtemps, il est resté un peu dans l'oubli. Aujourd'hui, quand même, la République les reconnaît. Parce que c'était quand même aberrant, monsieur le président. Vous voyez, Théophile Obenga, c'est un égyptologue, panafricaniste. Dans son parcours, il a eu à faire face avec beaucoup d'adversaires, parmi lesquels Georges Balandier. Ah, Georges Balandier. Oui, 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 dans les terrains universitaires. Mais à Brazzaville, nous avons, c'est pas mal hein, peut-être, nous avons une avenue qui porte le nom de Georges Balandier. À Brazzaville. C'est très mal. C'est très mal. Si, si. L'avenue qui mène vers la gare. Du rond-point vers la gare. Jusqu'à la tour Nambemba. Georges Balandier, en plein centre-ville de Brazzaville. En plein centre. Oui, oui. Mais Georges Balandier, c'est un africaniste. Un africaniste. Vous savez bien ce qu'on appelle un africaniste. Théophile Obenga, il n'y a même pas un bout de ruelle qui porte son nom. Même pas une école primaire. Même pas une école primaire. Non, à Brazzaville. Ah, il n'y a pas d'école primaire. Non, cherchez-vous. Il n'y en a pas. Même pas un jardin d'enfants. Non, la rue Théophile Obenga. L'avenue Théophile Obenga, ça n'existe pas. Non. Vous aviez écrit. Il n'y a même pas une pompe hein, qui s'appelle. En 2016-2017, j'avais écrit à l'administration maire de Brazzaville. À l'époque, Roger Okemba. Christian, oui. Avec au maire Okemba. Okemba est arrivé en 2017. 2017, donc ça va être 2017-2018. J'ai lui écrit une note pour demander une délibération pour baptiser une avenue au nom de Théophile Obenga. Et j'avais fait une proposition que l'avenue qui part du pont de Mikalou. Ah, vous aviez même proposé, ah, oui, j'ai proposé. Qui part du pont de Mikalou. Du pont de Mikalou jusqu'au pont de Djiri. Porte le nom de avenue Théophile Obenga. Très bien. Et le retour? Il n'y a pas eu écho. Le courrier n'était pas arrivé. Il n'y a pas eu écho. Nous allons envoyer par la poste. Je n'ai pas baissé les bras. Cette fois-ci, comme je suis citoyen de l'arrondissement de Djiri, j'ai écrit aussi à madame le maire de Djiri. Jusqu'à aujourd'hui, sans suite. Mais sans doute, on est en train de travailler. Nul n'est prophète chez soi. Ouais, sans doute, on est travaillé. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit merci au président de la République. Merci. Et dans son mot, c'est très fort. Il dédie cet événement à la jeunesse africaine éveillée. C'est pas une jeunesse qui est... Ça nous a secoué jusqu'au plus C'est pas une jeunesse qui est enfermée dans la bière. C'est pas une jeunesse qui est enfermée dans la Bible. C'est pas une jeunesse qui est enfermée dans le Coran. Une jeunesse éveillée. Une jeunesse qui lit. Une jeunesse qui comprend. Une jeunesse qui analyse. Très bien. Et c'est ici l'occasion pour nous, avant que Obambega Kosso ne réagisse ou que mes invités aussi ne soient inspirés, de vous partager cette anecdote. Nous sommes avec le professeur Théophile Obenga, Obambega Kosso, tout heureux, nous sortions de la maison russe, où il y avait eu une conférence sur le centenaire de la naissance de Emery Patrice Lumumba. Et donc, je viens lui dire fièrement, papa, nous sortons de la maison russe, où il y a eu une grande conférence sur le centenaire de Lumumba.
Il dit, et qu'est-ce qui a été dit là-bas? Ah voilà, ben oui, bien sûr. J'ai dit, il y avait deux Russes qui avaient exposé. Il y a eu Ed Chevry Diaz du Congo, et il y a eu quelqu'un d'autre de Côte d'Ivoire, et moi aussi, j'avais eu quelque chose à dire. Il dit, ok, c'est bon, qu'est-ce que vous aviez dit? Et le public était là, je dis, il y avait plein d'étudiants. Alors, résumé votre pensée, je dis, on a fait comprendre à tout ce beau monde que Patrice Lumumba, que nous entendons parler, dont nous entendons parler des exploits, n'était pas aussi vieux que ça. Non. Il était tout jeune, et il avait réalisé des choses extraordinaires malgré son jeune âge. Et même quand il meurt, il n'a pas 40 ans, on dirait qu'il a 36 ans. Quand il est né en 1925, il est assassiné en 1961. Voilà. Donc l'année de ses 36 ans. 36 ans, voilà. Donc je disais ça fièrement à papa. Voilà, il n'avait que 36 ans. Or, lorsque nous entendons Patrice Lumumba, nous pensons que c'est 50 ans. Un vieux, c'était que 36 ans. Et tout jeune, il avait fait des exploits. Alors, la réponse du professeur, il dit, mais Lumumba n'a pas fait des exploits parce qu'il était jeune. Ah bon? Il dit, non, c'est pas parce qu'il était jeune. Et les Koulouna, c'est pas des jeunes. Les Koulouna de ce pays, c'est pas des jeunes. Les voyous dans les rues, là, c'est pas des jeunes. Il cite beaucoup de jeunes, des bandits, des voyous et tout ça. Il dit parce qu'il était bien éduqué, il a étudié, il a appris. Il a été formé. Il a été formé. C'est ça qui fait la différence entre des jeunes et jeunes. Oui, la formation... L'âge seul ne suffit pas pour faire un jeune. La formation de Lumumba quand même nous interprète. Lumumba n'a pas de CEP. Il faut le savoir. Pour moi, formation, c'est pas ça. Oui, justement. Il n'a quasiment pas de diplôme. Non, il n'a quasiment pas de diplôme. Voilà. C'est un monsieur qui s'est autodidacte. Voilà, mais c'est ce qu'il a dit. Il a appris. Il a eu le temps, la lu, des livres de comptabilité, il a touché à beaucoup de choses pour s'apporter le maximum de connaissances. Et c'est ça, le professeur dit, c'est ça qui fait Lumumba. C'est pas son âge. Il dit, il y a des jeunes de 30, 35 ans, 20, 25 ans, mais c'est des voyous. Pour information, Lumumba et Frantz Fanon, c'est quasiment le même, enfin pas le même parcours, mais les mêmes années. Ils sont tous les deux en 1925, ils meurent tous les deux en 61. Non, mais le professeur dit, il y a Frantz Fanon par exemple, quand il écrit peau noire, masque blanc. Peau noire, masque blanc. Voilà. L'encadre de la révolution algérienne. Il dit quand Cheikh Anta Diop écrit Nation Nègre et Culture, c'est un jeune. C'est un jeu de rien du tout. Et la différence entre Fanon et Lumumba, Fanon est allé à l'école, il a fait un doctorat en médecine, il s'est spécialisé en psychiatrie. Lumumba n'a pas de diplôme. Exact. Mais regarde comment tous les deux ont marqué leur temps. Mais lui, le professeur, lui, il a quel âge quand il écrivait l'Afrique de l'Antiquité? Il était tout jeune. Alors, quand on prend, prenons même la cuvette congolaise, c'est publié en 73, il a 37 ans. Ah oui, son livre sur la cuvette congolaise. Il a quel âge? Il avait 37 ans à l'époque. 37 ans, donc, voilà. Nation Nègre et Culture, il a... Non, là je parle d'Obenga. Pardon. Non, Afrique de l'Antiquité, il doit avoir... Il était plus jeune. Oui, autour de 35 ans. Il était plus jeune que ça. Et je vais faire un parallèle avec un homme dont je tais délibérément le nom, qui lui-même me l'a dit. Il m'a dit, mais tu sais, Obenga était toujours en train d'écrire. Je lui disais, mais tu cherches quoi, toi? En gros, on a les diplômes, les boulots sont là, on enseigne. Il prend les jeunes, il les emmène dans la cuvette, dans les plateaux, ils font des recherches. Le livre est sorti. Je dis, mais bon, Théophile, arrête un peu, tu as déjà écrit. Et le jour, il me dit ça, nous sommes en 2001, à l'étranger. Il dit, je regrette. Il me dit, je regrette parce que je me suis rendu compte que moi, j'ai fait la course au diplôme. J'ai eu des fonctions, j'ai bien vécu, mais en réalité, j'aurais préféré suivre ce même chemin. Mais cette année est déjà décédée, mais comme j'ai dit, je t'ai délibérément son nom. Très bien. S'il vous plaît, oui. On parle d'Obenga aujourd'hui. Vous savez, Obenga, sa rencontre avec Cheikh Anta Diop a produit des merveilles. La première contact, enfin, la première communication avec Cheikh Anta était épistolaire. Là, les années 1960-67. Ils se sont rencontrés en 1969 à la Sorbonne lors d'un colloque. Tout à fait. Et quelques jours après, Théophile Obenga lui apporte un texte. Et ce texte qui sera l'Afrique dans l'Antiquité. Plus tard. Alors, pourquoi? C'est parce que quand tu l'as lu Nation Nègre et Culture à travers le Camerounais, son ami
sociologue, Joseph Moubi. Joseph Moubi, qui est déjà décédé d'ailleurs. Allez, ça l'a interpellé. Il n'a pas dormi la nuit. Hein. Il n'a pas dormi, et puis il a écrit. Et quand vous lisez Nation d'agriculture et l'Afrique noire dans l'Antiquité, c'est la même chose. C'est comme s'il est en train de encore expliquer, approfondir ce que Tchakonta Diop a écrit dans Nation d'agriculture. Exact. Et c'est tant mieux pour nous. Alors, nous vous disons ici, c'est l'occasion aussi que Archel Koumou, Poligny Sibombo, qui sont comme des novices, et des poids lourds comme Obambega Koso et Rock Nyanga, hier, nous étions avec le professeur Théophile Obenga en face à face, avec caméra bien sûr. 2 heures d'émission enregistrée, calmez-vous, on va balancer bientôt. Il nous a dit des choses et d'autres. On s'adressait à tous les aux panafricanistes du monde entier qui lui avaient posé 3 questions. Donc c'était explosif, mais c'est à cette occasion qu'il a atterri en disant bon, on fait vite, on finit parce que j'ai mon dernier livre là que je dois relire et qui doit paraître. Alors là, tout le monde est tombé des nues. Votre dernier livre, je dis oui, je dois le relire, et là, mais il va sortir. Mais je me demande si les gens vont le comprendre. Réaction au Babé Gakoso. Bon, dans mon parcours de militant panafricaniste, j'ai rencontré beaucoup de gens extraordinaires, aussi divers que variés. Il y a une jeune sœur des Comores, précisément de Mayotte, qui m'avait dit ceci un jour. Elle dit, tu sais, Yaya, il y a un problème avec les gens comme les Diop et les Obenga. Leurs livres, parfois, ou non, souvent, le terme c'est souvent, sont inaccessibles. Elle m'a dit, Nation d'agriculture, c'est la 3e lecture que j'ai compris ce livre. Et ce n'est pas la seule. Beaucoup de gens lisent ces livres. Peau noire, masque blanc, je connais des gens qui, en 3, 4, 5 lectures, ne comprennent pas. Et Obenga sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Si les gens vont... il suffit de... Moi, j'ai eu la chance d'assister à plusieurs de ces conférences. La qualité de certaines questions montre que les gens, souvent, sont à côté de la plaque. Exact. Une conférence organisée à l'AGK en juin 2008 à Paris, Obenga, ça, pour moi, c'est l'une des plus belles. Ça portait sur les cartes d'Afrique. Cartes hydrographiques, cartes minières, cartes forestières, cartes maritimes, ainsi de suite, tout ça. Et on met une carte et il se met à parler. Quand la carte passe, on passe à une autre carte, il se met à parler. Il n'a pas besoin d'avoir un texte devant lui. Non, voilà. Non, absolument. Il explique. Absolument, même hier, nous avions vécu ça. Et ce que moi j'ai le plus retenu, parce que si quelqu'un parle pendant 4 heures, ou 2 heures, ou 1 heure, si vous dites que vous avez tout retenu, vous êtes un menteur. C'est clair. Il faut l'enregistrer, écouter, réécouter, et au bout d'un certain temps, vous allez dire j'ai tout retenu. Mais quand vous êtes dans une salle, vous prenez quelques notes, vous ne pouvez pas avoir tout retenu. Et il dit ceci. Les cartes que vous voyez là, surtout la carte minière, les chefs d'État de toutes les puissances du monde ont la carte d'Afrique, la carte minière d'Afrique dans leur tête. Mais les chefs d'État africains n'ont pas cette carte. Les chefs d'État africains ne l'ont pas. Et moi, j'ai toujours dit, c'est ce que moi j'ai envie de retenir de cette conférence. Il dit, les chefs d'État africains n'ont pas cette carte dans la tête. Et, pour le prouver, je l'ai encore écrit sur les réseaux sociaux récemment, quels sont les débats des Africains, qu'ils soient diplômés ou pas. Le président de la République doit partir. Il a trop duré. Il faut changer la Constitution. Généralement, ceux qui sont Il faut réviser la liste électorale. Il faut réviser la liste électorale. Où va l'argent du pétrole? Où va l'argent du bois? C'est ça. Ça, c'est les pays où il y a le pétrole, il y a le bois, ainsi de suite. Mais il est très difficile de voir des Africains, diplômés ou pas diplômés sur Internet, débattre sur l'or. L'or peut être utilisé pour soutenir la monnaie. Qu'est-ce que nous avons comme or sur le continent? Vraiment. Quelle est la production? On laisse l'or de côté. Le platine, le platinium, le métal là, que tout le monde connaît désormais, qui est volé en RDC, qui se retrouve dans tous nos téléphones portables et dans tous nos ordinateurs. Les Africains ne débattent jamais de ça. Pourtant, cette guerre à l'est de la RDC est liée à ça. Mais on ne débat jamais de ça. Les débats sont les mêmes. Changer la Constitution, réviser l'âge du président, ainsi de suite. Pendant ce temps, nos femmes sont sur nos vélas. Voilà. Et quand vous êtes, par exemple, Congolais ou Camerounais, et que vous dites, les débats là ne m'intéressent pas, on dit voilà, lui ne parle que de l'étranger, les problèmes de chez lui. Mais les problèmes de chez moi, ce n'est pas ça. Ce sont les problèmes du quotidien, ce sont les problèmes de nous. Et c'est ce que Obenga nous a toujours dit. Voilà pourquoi il faut lire Appel à la jeunesse africaine. Il a écrit, il a dit plutôt, jeunesse éveillée, lisez ce livre. Ce livre doit avoir 15 ans, peut-être. Mais il faut qu'on ait le livre, comme ça on fait une émission spéciale sur ça. Je vais le chercher. Qu'on lise cet appel du professeur. Oui, complément d'objet direct. En parlant de la compréhension de l'œuvre d'Obenga, je crois que oui. Pour comprendre Obenga, il faut être fort. Il faut être très fort. Oui, parce que Obenga, quand il écrit, il mobilise
toute l'intelligence. Là-dedans, il y a la linguistique qui le professeur Charles Zachary Boao dit il est la mémoire. Oui, la mémoire. De l'humanité. Oui. Là-dedans, il mobilise la linguistique, l'histoire, le grec, le latin. Dans tous ces livres, c'est le constat que j'ai fait. Exact. Je me demande pourquoi il fait ça. Après, je comprends, oui, il est en train de présenter l'authenticité. Oui, pour éviter qu'on dise que Obenga menti. Il prend un texte grec, tel qu'il est, il présente, parce qu'il connaît le grec. Il présente en grec, et puis il traduit en français, il fait le commentaire. Grec ancien et moderne, il faut préciser. Grec ancien, bien sûr. Il prend un texte en égyptien ancien, il présente. Il traduit, il commente. Ah, ça. Je crois que pour lire et comprendre Obenga, il faut d'abord avoir les prérequis. Voilà. Exact. Il faut déjà avoir les prérequis. Exact. Si tu vas lire comme ça, parce qu'il faut lire et comprendre, en tout cas, je vais le compléter. Rapidement. Alors, il y a un grand frère, je ne sais pas s'il a déjà été reçu ici, je le salue, Jean-Luc Kwanda. C'est des choses que l'on sait. Déjà sur ce plateau de Convergence, avec Mbok Basson. Très bien, justement. Il expliquait, et c'est ça le fondement, il dit quand vous prenez un livre écrit par Obenga, vous n'allez pas trouver de faute dedans. Ah non. Pourquoi? Ce n'est pas parce que lui, il est le meilleur connaisseur de la langue française, mais il sait que s'il y a la moindre faute, les gens de l'autre côté, tout le livre là de 1000 pages, ils vont s'appuyer sur cette faute-là. Vous avez vu ici, vous avez vu là. Voilà pourquoi il est extrêmement rigoureux à ce niveau. Ce sont des gens qui ont été combattus là-bas. Et pour bien se défendre, il faut faire preuve de presque la perfection. Mais lisez le sens du combat contre... C'est mon livre préféré. Voilà. C'est mon livre préféré de professeur Obenga. Le combat contre l'africaniste. L'africanisme et voilà. Dans ce livre, il critique même la manière de construire des phrases de ses adversaires. Ils sont tous des universitaires. Ils sont tous des chercheurs, de prétendus spécialistes de l'Afrique. Mais nous vous disons autre chose. Oui, nous vous disons autre chose parce que le temps est contre nous. Hier, il nous secoue encore lorsque nous disons, papa, votre discours lors de votre décoration était académique et compliqué. Il dit, mais qu'est-ce que j'avais dit de compliqué? Mais c'était tout simple. Et il répète son discours et il dit, mais j'avais dit jadis et naguère. C'était fou. Et lui-même d'ajouter, on emploie, généralement on n'emploie pas ces deux mots. Non, il le sait, il en est pleinement conscient. Au même moment. Il dit, je l'ai dit à dessein et suivez mon regard. Donc là, nous sommes sûrs, nous parlons de quelqu'un qui, voilà, c'est ça le sens même du sphinx. C'est-à-dire le summum de la connaissance, sinon de l'intellectuel, de l'intellectualisme, si vous voulez. Il y a intellectuel, et en passant, nous vous disons que le professeur Théophile Obenga déplore le fait qu'ils sont nombreux qui, quoique étant professeurs comme lui, n'en sont pas moins des intellectuels. Il se demande bien pourquoi. Alors, Roland Nyakekele, on risque de... Parce que si on continue à creuser là, on fera 2, 3, 4 épisodes, on ne va pas finir. Mais c'est tant mieux. Ok, mais donc on fera bien revenir tout ce beau monde. Roland Nyakekele, retour sur cette grandiose, magnifique cérémonie où le chef de l'État était venu lui-même en personne décorer, heureusement, à titre anthume, le professeur Théophile Obenga, parce que nous le disons ici plusieurs fois, aimons-nous, vivons. Il y avait cette surprise du professeur Théophile Obenga que nous allons suivre. Roland Nyakekele. À cet hommage anthume et de décoration, il y a eu une cérémonie dans la cérémonie. La remise d'un tableau à l'effigie d'un empereur romain, typiquement africain, Pessignos Niger, tableau que les intellectuels panafricains ont remis au président de la République. Un acte anodin à première vue, mais chargé de tant d'interpellations sur l'éveil de la conscience africaine. Voici donc un empereur romain d'origine typiquement noire, d'origine africaine. Ce fait décisif est absent aujourd'hui de notre mémoire collective africaine. Néanmoins, c'est le travail de l'historien de restaurer la conscience collective des peuples. Cette cérémonie de décoration et d'hommage anthume semble être un premier acte de célébration. Un colloque international consacré à Théophile Obenga, sa vie et ses œuvres est prévu
dans les jours à venir. La SOFIA a prévu d'organiser un colloque international pour le mois d'octobre, un grand colloque international où tous les grands seront également là. C'est la Société congolaise de philosophie qui l'organisera, elle qui a tenu à célébrer l'immensité de l'œuvre du professeur Théophile Obenga de son vivant. Mais avant d'y arriver, les philosophes et les universitaires célèbrent déjà celui que certains ici appellent leur pharaon. On est heureux d'avoir rendu hommage au patriarche. Et c'est exceptionnel de constater que ça a été une décoration faite par le président de la République. C'est la reconnaissance de la nation, la reconnaissance de l'effort scientifique, l'effort du professeur Théophile Obenga. Je pense que c'est un accomplissement pour lui et pour toute la communauté universitaire, mais aussi pour le politique au sens institutionnel. Un peu pour célébrer toutes les dimensions de vie du professeur Théophile Obenga. Quoi de mieux que les rythmes du Kébé pour ce Mwene Nzale de Bunji, un sage dans sa localité. Voilà, donc retour sur ce plateau, le rôle, sinon le devoir de l'historien, c'est aussi ça, de restaurer la mémoire collective des peuples. Voilà, alors réaction à chaud, la parole est à qui veut bien la prendre. Voilà, excusez-moi. On sait que Archel Koum aussi attend. Oui. Allez-y, Roch Nyanga. C'est quand même Obenga. Vous voyez, il nous présente un tableau. C'est pas n'importe qui en tout cas. Oui, un tableau d'un empereur romain, le plus grand empire du monde. À l'époque. À l'époque, oui, bien sûr. Mais qui était dirigé par un noir. Un noir. Voyez-vous. Alors, quelle est l'image après du noir? En fait, quelle est l'image que le blanc a plaquée pour comprendre, en fait, pour mettre l'homme noir, l'homme africain, qui hier était son chef. Son chef. Dans les archives. Si vous lisez le dictionnaire de Pierre Larousse, du 19e siècle, et même Pierre Larousse jusqu'au début du 20e siècle, on présente le noir comme quelqu'un inférieur à la race blanche. Tout à fait. Donc il est à moitié animal, à moitié homme. C'est la vérité. C'est la vérité. Là, c'est au 17e, 18e, jusqu'au début du 20e siècle. Et Obenga présente un tableau d'un monsieur qui a vécu au-delà, avant, au 2e siècle. Au 2e siècle. Donc ça veut dire quoi? Que nous les nègres, nous les noirs, nous ne devons pas être complexés. On doit lutter. Cet empereur est noir, il a commandé le monde, donc aujourd'hui on peut faire l'effort aussi de commander encore une fois de plus le monde. Exact, c'est le message du professeur que d'aucuns n'avaient pas compris là-bas, mais nous on aime bien ce que vous avez dit. Nous les nègres, avant de dire nous les noirs, on aime les nègres parce que c'est Aimé Césaire qui dit on nous a jeté le mot nègre comme une injure. Nous on l'a pris, on s'est approprié. Et il dit dans un très beau livre, on l'a porté comme un collier. Nègre je suis, nègre je resterai. Voilà. Et c'est ça aussi, dans toute l'œuvre de Cheikh Anta Diop, même du message. Dans toute l'œuvre de Cheikh Anta Diop et Obenga, on parle toujours du nègre. Lisez le livre, Nation, nègre et culture. Nation, nègre et significatif. Regardez le titre. Ça aurait pu être Nation, noire et culture. Non. Ça n'a pas le même impact, c'est pas le même message, la même portée. Même ceux qui n'étaient pas forcément du bord de Diop vont parler de négritude. Négritude, voilà. Nation, nègre et culture, négritude, toutes ces choses-là font que nous sommes nègres et fiers de l'être. Donc c'est ce que le professeur Théophile Obenga dit en offrant ce tableau-là et en restaurant la mémoire de tous les intellectuels qui étaient dans la salle et de nous autres qui étions en train de suivre. De tous ceux qui étaient dans la salle, pas de tous les intellectuels, de tous ceux qui étaient dans la salle. Ce n'était pas des intellectuels. Je ne sais pas. Je sais qu'il y avait des gens dans la salle. Non, là il est en train de faire son devoir. Oui, son devoir exactement. Oui, le devoir de son maître. C'est ce que le maître lui a dit. Exact. Armez-vous des sciences jusqu'au don. Allez arracher ce patrimoine qui se trouve aux mains des autres. Là, il a arraché le patrimoine. Et hier, il est allé prendre de cet empereur noir et nous a fait revenir. Voilà votre patrimoine. Et hier, il nous avait confié, lorsqu'il avait découvert ça, ça avait été un choc pour lui. Mais bien sûr. Et il avait fouillé, recherché, revérifié.
Et c'était bien ça. C'était bien ça. Et il dit, j'ai encore bien réfléchi. Mais pourquoi c'était ça. Pourquoi toutes les universités du monde ont occulte ça. Pourquoi on avait caché ce patrimoine? Voilà. C'est pour armer l'histoire. L'histoire que nous étudions à l'école, cette histoire est armée. Pour nous détruire. Or, nous sommes aujourd'hui, avec les Cheikh Anta Diop et Obenga, ils sont en train de désarmer cette histoire pour la libération de l'homme noir. Très bien. Alors... la libération intellectuelle. Hein. Libération intellectuelle. Voilà. Et ça, on deviendrait à ce moment-là de vrais intellectuels. Bon, peut-être... Laissez ce mot-là. On laisse ce mot est galvaudé au Congo. Intellectuel, ça colle avec le professeur Théophile Obenga. Il est l'un des rares intellectuels dans l'humanité. L'intellectuel, c'est celui qui dit non. Qui sait dire non. Quand il s'agit de non. Quand il faut dire non, l'intellectuel doit dire non. Non. Je répète, dire que le président a raison, ce n'est pas être intellectuel. Dire oui, mon général, ce n'est pas être intellectuel. Non, non, non. Oui, chef, ce n'est pas... L'intellectuel, c'est celui qui dit non. La foule dit, on va tuer ce monsieur-là, parce qu'il vient de violer un bébé. Celui qui va se lever et dit, c'est d'abord et avant tout un être humain. Il a droit à un procès équitable, etc., etc. Ça, c'est le commencement d'être intellectuel. Très bien. Ensuite, il faut écrire. Oui, voilà. Très bien. Quand on va pas écrire un livre, arrêtez de dire comme ça. Et nous, ça nous rappelle, par extension, ça nous rappelle au poteau. Tout le monde veut au poteau. Voilà. Bernard Kolela. Et le président Marion Babidi dit, mais qu'est-ce que ça apporterait à la révolution? Voilà. Et donc c'est non. Et on libère... bon, voilà. On épargne la vie de Bernard Kolela. Vous aviez quelque chose à dire avant qu'on atterrisse? Moi, je voulais revenir sur... Revenez sur ça, c'est votre droit. Il nous reste 3 minutes. Oui, revenez sur ça. Naturellement, j'ai un livre que j'avais écrit, Le pouvoir secret et sacré d'Afrique. J'avais évoqué tout ça, tout ce que nous sommes en train de parler. Le Sphinx, c'est quelque chose de très immense, hein, c'est une nébuleuse. Bon, quand nous donnons ça à Théophile Obenga, vraiment je suis d'accord. Hein, naturellement je suis d'accord. Parce que le Sphinx, selon la pensée kémétique, hein, la pensée kémétique, on représentait comme un animal qui est, bon, normalement un animal qui a la face d'une personne. Une tête d'homme, un corps de lion. C'est vraiment collé. Mais naturellement, quand dans la pensée kémétique, on interprète ça, on dit que c'est la domination de l'homme sur l'animal. Donc l'homme domine, parce que le corps c'est le lion. Donc le lion qui est qualifié comme le roi des animaux, l'homme a ce pouvoir-là de le dominer. Vous voyez? Et le Sphinx, c'est quelque chose, c'est tellement grand que j'ai aimé que vraiment... Oui, puisque même dans mon livre, quand je parle de l'homme noir, vous voyez, il était toujours élevé. Hein, dans nos langues, on appelle l'homme par Yitu, Mutu, et ainsi de suite, qui veut dire la tête. Hein, l'homme noir est qualifié comme une tête. L'homme noir n'est pas une maboule de tête comme les uns des autres pensent. C'est clair. Vous voyez? Donc, vraiment, je suis tout à fait d'accord. Donc, vous êtes d'accord avec Mbongo, d'accord avec Convergence et Révolution culturelle, d'accord avec Alexis Bongo, Roch Nyanga et Obambe Gakoso. Bien entendu. Très bien. Donc, on peut acclamer pour le Sphinx Théophile Obenga. Alors, si nous était donné d'atterrir Roch Nyanga, Obambe Gakoso, vous avez 1 minute à chacun et c'est l'atterrissage pour cette première partie. Hein. Bon, j'ai 2 choses à demander. Et le professeur attend de suivre cet hommage parce que je lui en avais parlé hier. Oui. J'ai 2 choses à demander à l'État congolais. 2 choses. Oui. De baptiser une avenue au nom de Théophile Obenga. Une avenue au nom de Théophile Obenga. Nous sommes d'accord avec vous. Et introduire l'œuvre de Théophile Obenga dans les programmes scolaires et universitaires. Très bien. Et la 3e chose, demander à la jeunesse congolaise, s'il vous plaît, de lire Théophile Obenga. De lire Théophile Obenga. Cheikh Anta Diop aussi. Cheikh Anta Diop. Très bien. Alors, personnellement, j'avais été choqué et meurtri quand j'avais appris que le gouvernement congolais, donc avec notre argent, allait organiser, ce qui fut fait, un colloque sur Georges Balandier. Il faut dire, Georges Balandier est un contemporain de, comment il s'appelle, de Cheikh Anta Diop. Il a combattu Cheikh Anta Diop, pas pour des raisons scientifiques, mais pour des raisons de domination idéologique. Voilà, idéologique, du blanc sur le noir. Comment quelqu'un qui nous combat, et nous, on va prendre notre argent pour lui rendre hommage. Ce n'est pas possible. C'est inadmissible, c'est inqualifiable ce genre de choses. L'une des plus belles amies. Vous ne verrez jamais un nazi, on va prendre le nom d'un nazi en France pour donner à une avenue, un boulevard. Il n'y a que les nègres pour faire des choses pareilles. Ça m'a toujours choqué. Donc le jour où
des autorités, une équipe prendra cette décision, moi, tranquillement, dans ma maison, je vais acheter du vin de palme, je vais verser et dire merci aux ancêtres. Ça, c'est la première des choses. Concernant Obenga, je regrette, et je regretterai toujours, que cet événement qui a eu lieu le 25 juillet arrive si tard. Je n'ai pas dit trop tard, si tard. Si tard. Je pense que si on s'y était pris plus tôt, l'homme serait mieux connu, son œuvre serait divulguée, non seulement à travers le territoire congolais, mais dans d'autres coins et recoins d'Afrique où on ne le connaît pas encore. Ce monsieur, je vous promets, vous allez en Guadeloupe, tapis rouge depuis des années. En Martinique, tapis rouge. À Kinshasa, 2012. Je prends seulement l'année 2012. Conférence pendant 5 heures de temps. Exact. Il a édifié le public sur tous les sujets du monde. Je dis bien tout, sans exception. Je n'ai pas dit qu'il est spécialiste de tout. Mais il a toujours son mot à dire. Mais quand quelqu'un vous parle même de la restauration, c'est quand même fou. Il vous dit, exact. Vous arrivez dans certains pays, bonjour monsieur, bonjour madame, qu'est-ce qu'on peut vous servir s'il vous plaît? Il dit, vous êtes chez nous ici, dans beaucoup de pays africains. Oui. Oui, moi je suis dans un restaurant, vous me dites oui. Vous vous rendez compte de la dimension de cet homme. L'intellectuel, c'est celui qui est capable d'aborder un peu de tout, mais avec un certain courage. Parce que quand il dit ça, il est évident que si vous prenez 10 000 restaurants, on voit ça, ils vont se fâcher. Mais l'intellectuel, c'est celui qui doit fâcher les gens. Très bien. Il doit fâcher le gouvernement, il doit fâcher l'homme de la rue, il doit fâcher le policier. L'intellectuel doit fâcher tout le monde. Très bien. Si vous ne fâchez personne, vous n'êtes pas un intellectuel. Vous n'êtes pas un intellectuel. D'accord, dans l'atterrissage, anecdote encore, hier, nous étions vraiment au lait au miel avec le professeur. Il nous dit, il avait été invité à l'immeuble, il dit, fils, l'immeuble perspective d'avenir. Je dis, oui, papa. Bon, j'ai été invité là-bas, on devait parler justement des perspectives d'avenir. Il dit, je dis, bon, mais excusez-moi, je risque de choquer les gens, mais on ne peut pas dire perspective d'avenir. C'est un non-sens. Il dit, mais il y a perspective du passé? Non. C'est comme quand vous dites que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Tout le monde dit ça au Congo, ça passe comme une lettre à la poste. L'avenir de demain. Mais comment ça? L'avenir de demain? Il y a une autre faute là. Oui. Le développement durable. Il en parle tout le temps. Mais le professeur a déjà corrigé ça mille fois. Nous continuons. On continue le développement durable. Voilà. J'ai même entendu l'agriculture durable. Et puis le ministère des la santé durable. Tout est durable désormais. Oui, très bien. Ministère des droits de l'homme. Donc, il est hors de question que nous disions perspective d'avenir. Parce que c'est une redondance. Le professeur dit, il n'y a pas de perspective du passé. Ça n'existe pas. Quand vous dites perspective, vous êtes dans l'avenir. C'est comme sortir dehors. Sortir dehors, reculer derrière, avancer devant. Kotanakati. Ça passe pas ce genre de choses. C'était donc avec plaisir la première partie de cet hommage donc, des panafricanistes au professeur Théophile Obenga. Nous avions dit ici, hommage au Sphinx Théophile Obenga, et pour cause. Avec cette pensée du jour, il y a intellectuel et intellectuel. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.